Bonjour Fabrice Ribert. Bonjour Irina. Merci de revenir au dialogue franco-russe. Vous êtes ancien militaire, vous êtes spécialiste du renseignement militaire dans l'armée de terre. La dernière fois, nous avons beaucoup parlé des drones et du fait que finalement les drones ont changé le caractère de la guerre. Selon la toute dernière publication du ministère des Armées français, les forces armées ukrainiennes cherchent à maintenir la pression dans la profondeur du territoire russe. Tout récemment, ce qu'on les Russes appellent une réussite, c'est notamment l'opération menée dans le gazoduc, la fameuse opération. J'ai l'impression qu'on connaît finalement, on ne sait pas ce qui se passe exactement sur cette ligne du front, sur le territoire russe, et quel rôle jouent les drones? Alors, effectivement, les drones ont complètement changé le cours de la guerre. Donc ça commence à être pris en compte par un certain nombre de nations. Pas forcément par l'armée française, mais j'y reviendrai. Donc il y a deux niveaux de drones. Il y a les frappes stratégiques, c'est-à-dire avec des drones lourds, ce qu'on appelle les voilures fixes. Pour donner un ordre d'idée, il y a eu 1120 à peu près drones abattus la semaine dernière par les Russes. A l'inverse, les Russes utilisent aussi des gros drones pour des frappes stratégiques sur les différents sites et les utilisent peuvent en utiliser une centaine couplées avec des missiles. Après, on revient plus en détail sur le front. Chaque semaine, il y a des milliers de drones FPV, donc First Personal View, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des petits drones qui valent, j'en ai déjà parlé, 1000, 2000 ou 5000 euros, et qui sont pilotés comme si on était à bord, avec un écran. Et la particularité de ces petits drones, pour avoir un indicatif, il y a une étude russe qui dit que 75% des blessures sur les batailles de position sont liées à ces drones. En contrepartie, 20% c'est l'artillerie et de l'ordre de 4% pour les armes légères. Alors, sur ces 75%, il apparaît que ce sont quand même des blessures légères. Néanmoins, on voit quand même l'impact que peuvent avoir ces drones, notamment au niveau des blessures. Ce qui fait qu'un blessé, on consomme des personnels. Pour revenir à l'opération dans le gazoduc, qu'est-ce que cette opération a déclenché, a permis de faire aux Russes? Alors, la particularité de cette opération, l'opération Potok, Patok, oui, je pense. Potok, ouais, c'est ce qui veut dire flot, je crois. Donc, elle est arrivée à un moment où déjà il y avait une force présence des drones dans cette partie-là, et notamment la dernière innovation dans le domaine, c'est-à-dire c'est des drones en fibre optique. La particularité de ces drones en fibre optique, c'est qu'on ne peut pas les brouiller. Donc, ce qui rend alors, ce qui apparaît dans cette guerre-là, c'est que tous les engins, qui soient blindés, ont une courte durée de vie, notamment à cause des drones. Donc, j'y reviendrai aussi par la suite. Donc, il y a eu tout un épisode dans le saillant de Koursk où les drones ont pratiquement interrompu la logistique ukrainienne. Là-dessus s'est rajoutée la fameuse opération qui a été causée justement parce que Zelensky a coupé le flux de gaz vers l'Europe. Donc les Russes ont utilisé une partie de ce gazoduc. Alors c'est la troisième fois qu'ils utilisent ce genre de scénario. Donc pour résumer un peu cette opération-là, ils ont utilisé une partie de ce gazoduc qui fait une quinzaine de kilomètres, ils ont enlevé le gaz résiduel, ils ont utilisé à l'intérieur des petits chariots électriques pour amener des munitions, des vivres, et parce que il y a eu une force de 600 personnes se sont engagées dans ce gazoduc avec un certain nombre de... On a les histoires où les gens, c'est des petits groupes séparés parce que 15 km d'un tuyau, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Donc les gens se sont massés progressivement dans le tuyau et à un moment sont apparus à l'arrière des lignes ukrainiennes, ce qui a contribué à faire effondrer le saillant de Koursk. Mais c'est venu en complément de toutes les actions justement de ces drones, notamment en fibre optique, qui avaient déjà interrompu
la logistique ukrainienne. Alors, quand on analyse en fait cette opération Potrok, qui est remarquable, ça fait sur plusieurs jours, c'est la discrétion dans laquelle elle a été faite. Donc les Ukrainiens n'ont pas eu le renseignement comme quoi ce type d'opération, qui mettait quand même en place quand même un certain nombre de moyens pour justement mettre en œuvre ce gazoduc, qui est un gazoduc souterrain. Principalement, d'où viennent les renseignements ukrainiens? Des États-Unis? Alors les renseignements, c'est du satellite. C'est des avions, mais pas forcément dans cette partie du front, parce que c'est trop en territoire russe. On voit plutôt les avions, les avions de renseignement au large de la Crimée, et ce sont les drones. Donc on en revient sur, alors il y a les drones, ce qu'on appelle les drones, les petits drones de frappe, mais il y a aussi les drones d'observation et qui sont en permanence en train de voler. Et ce qui a amené une autre évolution, c'est qu'aujourd'hui, sous ces cieux, il y a des guerres de drones, c'est-à-dire des drones qui interceptent d'autres drones. Ah, c'est... Une évolution permanente, et ce que j'ai lu récemment, c'est que donc, il y avait un drone russe d'observation, et derrière il y avait un petit drone. Alors les drones d'observation sont un peu plus gros, ont beaucoup plus d'autonomie. Donc en général, ces drones se suicident sur le drone d'observation. Et là, à plusieurs reprises, ces drones d'observation ont réussi à esquiver ces petits drones. Donc il y a des antennes, ce qu'on appelle SIGINT, qui détectent ces petits drones, et ce qui permet au drone, à l'opérateur de drone, de faire une évasion, c'est-à-dire de perdre de l'altitude et autres. Et comme ces petits drones ont une autonomie plus courte, notamment en matière de batterie, arrivé un moment, ils arrêtent la chasse et puis le drone d'observation peut continuer sa mission. On va revenir aux déclarations du président français, Emmanuel Macron. Avec chaque déclaration, il est beaucoup plus hostile à la Russie, ces déclarations. Avec votre expérience sur le terrain, il y a deux aspects principalement. Donc c'est le réarmement et le combat même. Et pour simplifier un petit peu, pour peut-être généraliser, pourriez-vous expliquer ou nous donner l'exemple des capacités françaises en cas d'une longue guerre, auquel apparemment les Français doivent se préparer dans les années à venir, c'est-à-dire, comme j'ai dit, équipement, nombre, technologie, budget, tout ça. Alors, s'il y a une guerre, est-ce qu'on est capable de la faire? Oui, non. À l'heure actuelle, ce que moi j'en pense, c'est qu'on n'est pas capable de la faire. On n'est pas capable de la faire, pourquoi? Parce que déjà, on est en retard. Il suffit de se rappeler que l'année dernière, on a formé la brigade Anne de Kiev. La brigade Anne de Kiev, à grand renfort de publicité. Donc j'ai observé la formation de cette brigade. Je ne suis pas dans le secret des dieux, donc j'ai regardé ce qui était disponible. Et j'ai été un peu surpris, il y a des éléments qui me surprennent. Et à la fin, on nous a exposé que cette brigade repartait avec des VAB, qui sont des véhicules obsolètes, avec des dissercés et des canons César. Donc, et j'ai écrit le 18 novembre, c'est le 18 novembre, j'ai écrit sur ma page Facebook et sur mon X, je m'interrogeais dans la mesure où il n'y avait pas d'opérateurs de drones, notamment de ces petits drones. Et j'avais posé la question de savoir quelle était la durée de survie de cette brigade rendue opérationnelle à la française. Bon, c'était une question que je posais un peu comme ça. Un mois après, on a appris qu'il y avait eu plus de 1000 désertions dans cette brigade. Donc en clair, on n'a pas réussi à correctement former cette brigade. Alors si on n'a pas réussi à former correctement cette brigade, comment aujourd'hui l'armée française pourrait être à même déjà d'intervenir sur ce type de théâtre d'opération? Donc vous dites que les capacités ne sont pas adaptées. On peut pas enseigner, c'est-à-dire pourquoi? Si aujourd'hui vous avez le côté russe, côté ukrainien, même du côté un peu moins côté peut-être américain ou autre, même si on s'y intéresse, on forme des centaines d'opérateurs de drones, des centaines. Alors, je profite un peu de l'émission et aujourd'hui je poserai la question au chef d'état-major des armées et par extension au ministre, combien il y a d'opérateurs de drones FPV dans les unités françaises? Je connais un peu la réponse. Et
En parallèle, pour revenir un peu en arrière, alors le drone, c'est un domaine qui m'intéresse depuis un certain nombre d'années. En mai 2022, j'ai envoyé au chef d'état-major des armées un dossier sur les drones, un dossier un peu synthèse, où je demandais notamment qu'il fallait peut-être créer un département interministériel du drone, c'est-à-dire un département qui, avec les militaires, les policiers, les gendarmes, la protection civile. Bon, ce dossier, je ne sais pas où il est passé, donc comme je suis têtu, j'ai du sang basque. J'ai relancé ce dossier vers un politique, qui est un ancien ministre, qui est de l'Oise, comme moi, c'est Éric Woerth. Je n'ai pas eu de nouvelles. Je suis passé ensuite par le président de la commission de défense, Gassillou. Il m'a répondu, il m'a renvoyé vers son chef de cabinet. Son chef de cabinet m'a envoyé un mail en disant « envoyez-moi tout ». Bon, par le passé, j'ai développé un certain nombre de choses, et quand on envoie tout, c'est pas que les gens copient ce qu'on envoie, mais en général, ils dénaturent. Donc ce qui m'a amené en fait à continuer avec un sénateur socialiste, ainsi de suite. Et à cette époque-là, je disais, je suis pas macroniste, hein, mais je disais, je suis intuitivement convaincu que ça peut intéresser le président de la République. Et je disais aux gens, de l'audace. Et bien le dossier, on est toujours au même point, et là on est en mai 2022, donc le dossier n'a pas abouti. Il y a eu en 2023, il y a eu l'exercice Orion, l'énorme exercice, voilà, avec des milliers de personnes, des matériels. Et j'ai écrit à cette époque-là sur le X du CEMA que c'était alors je me suis permis d'écrire que c'était un exercice complètement archaïque parce qu'il aurait fallu 200 drones, dans le cadre de cet exercice. Ensuite, il y a eu en 2024 la brigade Anne de Kiev. Donc, on n'est pas encore, c'est-à-dire en 2025, on n'est pas encore au point dans ce domaine. C'est un domaine qui évolue en permanence et même s'il existe aujourd'hui des bricolages dans l'armée française, rien qui soit au niveau de ce que pourraient rencontrer des troupes françaises en Ukraine. Vous avez également écrit sur la pensée militaire, c'est assez important. Ce qu'on voit, nous, de l'autre côté de l'écran, ce sont les généraux plateau télé, réseaux sociaux, et moi, on a envie de dialogue franco-russe, beaucoup de généraux et de militaires qui ont connu le terrain, ça c'est d'ailleurs le plus important. Les officiers en activité ne semblent pas vraiment partager certains avis des généraux plateau télé qu'on voit tous les jours. La pensée militaire a changé en France? Alors j'écrivais effectivement, j'avais écrit un petit article un peu provocateur ça s'appelait Plaidoyer pour un renouveau de la pensée militaire française. Et quand on cite les généraux de plateau, c'est un peu d'actualité. Et je vais citer notamment un général, j'appellerai en fait le général Y, avec des déclarations et des analyses dignes de TikTok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que ce général, il est général 4 étoiles. Général 4 étoiles, c'est donc l'élite de la haute hiérarchie militaire. Alors, je vais peut-être être aussi un peu provocateur en disant que lui, comme peut-être d'autres, les gens ne sont pas idiots. Au contraire, ils sont intelligents, mais ils sont intelligents pour faire des carrières. Le problème, aujourd'hui, si on doit faire une guerre qui ne ressemble pas aux précédentes, on va droit dans le mur. C'est un peu ce qui arrive avec ce fameux général Y, qui d'ailleurs, c'est un pur produit otanien, et c'est l'OTAN qui dirige les troupes ukrainiennes. Et on voit ce que ça donne, c'est-à-dire que les Russes avancent, et puis la ligne de front est en passe comme un peu dans le saillant de Creux, arrivera un moment où il y aura, si ça dure davantage, ça s'effondrera. Et dans cette histoire de pensée militaire et d'esprit militaire, j'avais retenu un livre à l'époque qui s'appelle 4 ans chez les Viettes. Donc 4 ans chez les Viettes, c'est l'auteur écrivait ce que j'ai retenu des camps Viettes. Et il écrivait l'autocritique. Alors l'autocritique, c'est pas se flageller devant un drapeau comme ça se faisait dans ces camps-là.
Et cet auteur, donc, il est devenu civil, il est devenu chef d'entreprise, et c'est devenu politique. Il a appliqué lui-même disait qu'il appliquait cette autocritique. Sans autocritique, il ne peut pas y avoir d'évolution. Et ça nous ramène un peu à... Alors, je ne vais pas parler de la gendarmerie, je ne vais pas parler de l'armée de l'air, je ne vais pas parler de la marine, parce que moi, je suis un terrien, donc je vais parler de l'armée de terre. On est appelé la Grande Muette. À partir du moment où on est appelé la Grande Muette, ça ne peut pas bouillonner. C'est-à-dire, alors, la Grande Muette, il n'y a pas d'esprit critique. On entend même réfléchir, c'est commencer à désobéir. Donc cet ensemble ne nourrit pas une pensée qui pourrait être dynamique, mais ça profite aux carrières. Ça permet à certaines personnes de faire des carrières en toute tranquillité. Alors, je vais citer un dernier exemple négatif, après je passerai à des exemples un peu positifs. On parle souvent d'un chef d'état-major qui a démissionné. Bon, c'est bien, il a démissionné. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a démissionné en fin de carrière et avant. Donc avant, il a profité de la Grande Muette pour arriver à un certain nombre de choses. Alors, à ces propos, on va vite voir arriver, il est aigri, il est frustré, ainsi de suite. Non, j'ai croisé des gens brillants, j'en ai croisé en Afghanistan, chef de corps du 8e EPA, et surtout où j'étais. J'étais sur la FOB quand on était déployé par Sarkozy, parce que je pense qu'à l'époque, il voulait le prix Nobel de la paix, lui, c'était pour ça qu'avec les Américains, il faisait des câlins. Donc j'étais sur la base intermédiaire de Tagab. Tagab, c'était la base la plus exposée. On n'a eu que des blessés, contrairement à la base un peu plus au sud. Et si on n'a eu que des blessés, c'est qu'on a eu 2 capitaines exceptionnels. Alors ces 2 capitaines exceptionnels ne seront jamais généraux, parce que le premier d'entre eux, c'était un ancien sous-off, le deuxième était effectivement un sirard, mais a raté l'école de guerre. J'ai croisé aussi donc un colonel, bon, qui est devenu lui général par la suite, de Saki Dosan, donc à Mogadiscio, quand j'ai été intégré dans l'élément pour extraire l'armée royale marocaine, qui était tombée dans une embuscade. On a eu des blessés, on n'a pas eu de morts. J'ai croisé d'autres types de colonels, comme le colonel Gérard Leroy. Donc c'est un colonel qui a fait une bonne carrière, 13e RDP, chuteur opérationnel, il a commandé au Cambodge. Et sa particularité, c'est qu'il a boosté des subordonnés dont je fais partie d'ailleurs. J'ai croisé aussi durant ma carrière quelqu'un aussi d'atypique, parce que je pense que c'est le côté atypique et non pas standard qui fait la qualité, c'est le colonel Mention en Centrafrique. Bon, il y a un certain nombre de noms, il suffit de les taper sur Google pour avoir davantage d'informations. Et donc, c'est ce qu'il y a de meilleur. Après, je pourrais citer un exemple qui va un peu à contresens, avec d'un côté, j'ai croisé, toujours en Somalie, un général, pareil, qui était, je considère comme brillant, et un chef d'état-major qui s'appelait le colonel Stouff. Ce colonel est devenu général, et ce général aurait dû commander l'opération turquoise en 1994 au Rwanda. Et bien, ce général avec l'expérience, a été débarqué au profit d'un autre général Y, et on a vu un peu ce que ça a donné. Voilà, donc cette pensée militaire, avant de vouloir faire la guerre, aujourd'hui, on est encore dans une armée un peu en temps de paix, et en temps de paix, on fait des carrières, et puis ça n'avance pas. Alors je pense que pour l'opération spéciale, en 2022, il y avait aussi des généraux Y. Mais depuis, l'armée russe s'est aguerrie au combat, et on a quelque chose qui... L'expérience de 3 ans. Dans ce contexte, comment voyez-vous le rôle de l'OTAN? Qu'est-ce qui attend l'OTAN dans les années à venir, selon vous? L'OTAN, c'est la paix. C'est l'échec. C'est l'échec. L'OTAN, je pense que aujourd'hui, et je pense que quelqu'un comme Trump sait que c'est un échec et il veut peut-être écarter. Bon, l'OTAN, jusqu'à présent, c'était la vitrine du complexe militaro-industriel américain. Donc, ils ont rempli les cahiers de commande, donc, en Ukraine, mais aussi avec la Pologne, l'Allemagne, le Danemark, avec des F-35, ainsi de suite. Et si Trump insiste, alors ça c'est mon avis, sur les terres rares et autres, c'est que c'est un businessman, l'argent qui a été investi, il faut un retour sur investissement. De toute façon, les Américains ont fait leur richesse sur nos guerres passées.
Première Guerre mondiale, la Deuxième, et la Première Guerre du Golfe, de mémoire, entre l'Arabie Saoudite et le Japon, ont versé un chèque de 750 milliards pour payer cette guerre. Donc, tout ce qui a été utilisé a été payé, et ils ont fait tourner les usines pour compléter en fait les stocks et autres. Donc l'OTAN aujourd'hui affronte un premier échec et ne s'en remettra pas, parce que je pense que Trump va vouloir s'écarter aussi de cet échec, n'a plus forcément besoin de cette vitrine, et j'aurais tendance à dire pourquoi faire. Pourquoi faire? Parce que de toute façon, aujourd'hui, l'OTAN a été engagée au Kosovo, c'était relativement facile, et encore heureux que du Kosovo, Milosevic, à l'époque, a retiré toutes les troupes yougoslaves qui étaient en position, parce que je pense qu'on aurait eu des pertes sévères. L'OTAN aurait peut-être appris. L'OTAN s'est aussi retirée dans l'article 5 d'Afghanistan. On a vu, Et d'ailleurs, on revient un peu, alors je m'éparpille peut-être un peu, je reviens sur l'OTAN et l'Afghanistan. Donc j'étais analyste renseignement, et la particularité, alors là c'est aussi un défaut un peu du système, c'est-à-dire quand aujourd'hui, je ne parle pas des généraux, des politiques nous sortent des stupidités, bien souvent ils ne les inventent pas. C'est-à-dire quoi. Soit c'est des initiatives personnelles, je ne pense pas, soit on leur remonte des informations. Mais quelle est la qualité des informations que l'on remonte, en fait, tous ces signes de renseignement politique? Alors, avec un exemple, l'Afghanistan. Donc, étant rédacteur renseignement, j'ai passé, en fait, une trentaine de mois en Afghanistan, de différentes missions, j'ai fait des formations de l'armée afghane, et je ne pouvais pas écrire comme je voulais sur l'Afghanistan. C'est pas possible, il y a trop de filtres. Donc, ce qui m'a fait faire des articles, notamment dans une revue, dans un mensuel qui s'appelle DSI. Et dans un article qui s'appelle La dette, à la fin, je disais sans la coalition, l'armée afghane va s'écrouler. Je connaissais bien cette armée afghane. Voilà, c'était le sentiment que j'avais. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Alors, comme j'ai toujours été un peu joueur, j'ai envoyé cet article au chef d'état-major de l'époque, le général Georges Lain. J'ai eu en retour un courrier de son chef de cabinet que j'ai toujours, qui me disait c'est bien d'écrire, mais attention à la propagande, ainsi de suite. Et puis on a vu ce qui est arrivé après. Donc ça veut dire que quand l'information ne remonte, alors il y a la pensée militaire, mais est-ce que l'information remonte? Est-ce qu'elle n'est pas calibrée pour faire plaisir? Alors il y a une petite anecdote, alors je suis peut-être un peu bavard, ça se passe en Allemagne de l'Est, au moment du mur. C'est une blague. Donc il y a un garde-frontière qui voit arriver une énorme foule. Le garde-frontière, donc il fait son compte-rendu, il y a une énorme foule. Son supérieur dit « Non, il y a quelques personnes ». Son supérieur il dit « Quelques personnes qui se rapprochent du mur ». Non, il y a un couple avec son chien. Et le lendemain, le mur de Berlin tombe. Bon, c'est un peu voilà, ce renseignement qui est filtré, qui est canalisé, c'est peut-être... Vous posez la question clé que je pose souvent à nos experts. Est-ce que les informations sont fiables? Est-ce que le chef, je ne sais pas, le président tel ou tel, le président Macron en l'occurrence, reçoit des informations fiables? Puisqu'on ne peut pas se permettre de penser que ce sont mauvaises informations en quelque sorte, mais c'est la question quand même qu'on se pose. Pour revenir, vous parlez de Trump, pour revenir aux négociations russo-américaines qui déplaisent énormément aux chefs européens, et on comprend pourquoi. Les pourparlers continuent, notamment lundi dernier, c'est le 25 mars dernier, il y avait donc quelques résultats. Vous pouvez d'ailleurs les trouver, je regardais aujourd'hui en français parce qu'on ne les voit pas trop dans la presse, sur le site, sur le Facebook, sur les réseaux sociaux de l'ambassade de Russie notamment, où ils disent que donc l'un des résultats, mais je précise que le début, ça serait peut-être la levée des sanctions, le début de la levée des sanctions, et surtout le levée des restrictions sur les opérations de financement du commerce. On voit un énorme échec en quelque sorte de l'Europe dans ces négociations, l'absence de la voix européenne. Et là, on voit Volodymyr Zelensky X fois
pour énième fois en France, pour encore une fois demander de l'argent. Et là, apparemment, les Français sont très généreux. Et là, on a 2 milliards de plus pour continuer la guerre. Comment vous expliquez cette énorme, je ne parle pas de l'échec, énorme différence de compréhension de cette situation? Bon, déjà, dans tout ce qui est entrepris, donc, alors il y a quand même, je pense que le fait d'envoyer des experts négocier fait que les deux principaux chefs, c'est-à-dire russes et américains, ne s'affrontent pas indirectement. Ils laissent, donc c'est des négociations qui débouchent notamment sur l'initiative de la mer Noire, où il y a un certain nombre de points qui sont énoncés, mais qui s'affrontent à un Zelensky qui, quelque part, en fait, il n'y aura jamais d'accord. Il n'y aura jamais d'accord parce que, donc, il y a effectivement une levée des sanctions. Il y a un Américain qui a dit dernièrement qu'il fallait lever des sanctions européennes ou américaines conjointement pour qu'il y ait un cessez-le-feu ou des pourparlers de paix. Mais et l'Europe, Von der Leyen dit que de toute façon, si la Russie ne quitte pas les territoires ukrainiens, il n'y aura pas de levée de sanctions, sachant quand même que, alors je ne sais pas s'ils sont stupides ou pas, les territoires, les 4 oblasts sont inscrits dans la constitution russe. Donc, sont inscrits dans la constitution russe, donc font partie de la Fédération de Russie. Donc aujourd'hui, on sait ça, il n'y aura pas de négociation au niveau de ces territoires. Donc les gens sont complètement aveugles, ou vous ne le savez pas. Et de toute façon, je dirais même dans l'absolu, même si le président Poutine voulait rendre ses résultats, ça plairait certainement pas à tous les sacrifices qui ont été faits, donc c'est pas possible. Là, on est dans une impasse. Donc cette guerre n'aurait pas dû avoir lieu. Il y avait, au départ, il y avait des pourparlers qui ont été refusés. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, il y a une perte de territoire. Il n'y aura pas de retour en arrière. Alors les Européens gesticulent autour de ça, donc avec notre chef d'orchestre national. Donc on a le président Macron qui est vent en poupe en fait, de cette communication. C'est la manipulation par la peur. Est-ce que, peur et la finalement, guerre. pensez-vous que la population, quand même, a peur ou pas, d'après vous? Alors la population, quand on voit un peu les vrais sondages, alors la population a été éduquée avec, d'un côté, les gentils ukrainiens et de l'autre côté, les méchants russes. Donc à partir de là, donc ces sondages-là, le président Macron les a, donc on peut initier la guerre, on peut faire de la com au travers sans... Et en plus, il n'y a pas de contradicteur. Alors je vais passer, au risque de me perdre, je vais revenir en arrière. Quand le président Macron dit qu'on va partager le nucléaire, mais il n'y a personne qui lui dit c'est complètement stupide, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas, c'est pas possible. Donc il alimente en fait les médias pour les saturer. Et pour les saturer, pourquoi? Quand on regarde la situation économique du pays. Donc je vais reprendre un proverbe chinois. Quand l'idiot regarde la guerre et Poutine, le sage montre la situation intérieure de la France. Donc moi je suis père, je suis grand-père, et si je dois m'inquiéter de quelque chose, c'est justement de l'effondrement du pays. Et quand je regarde plus en détail mes factures, et principalement ma facture de chauffage, je ne suis pas optimiste. Mais c'est... Donc derrière cette situation française, il y a, parce que le grand chef d'orchestre, bon, il y a Von der Leyen, mais qui a son bras droit et qui, on est obligé de mettre un rideau de fumée sur ce qui se passe réellement. Le président Macron, c'est comme Zelensky, il faut la guerre pour se maintenir au pouvoir, ou comme Netanyahou. Si la guerre disparaît, alors le président Macron, lui, est engagé dans une course contre la montre, c'est-à-dire jusqu'en 2027. Donc tout est bon, faire feu de tout bois. Il a un gouvernement qui est extrêmement fragile et qui, à la fin du mois de mars, risque de disparaître parce que, là on en revient sur la situation intérieure, il y a peu de probabilité que Ferrand rende Marine Le Pen éligible, donc il y aura une censure, donc ça risque de sauter. Alors, si ça saute, ça sera autre chose. Les caisses sont vides, donc
La guerre, on essaye, je crois que c'est de l'ordre, l'épargne des Français, c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros, je crois. Il faudrait voir plus en détail. Veut drainer une partie de cette épargne pour justement, alors là, ce qui me ramène un peu à la partie économique. En 2017, quand le président Macron est devenu président, il y avait 2200 milliards de dettes. Et la France empruntait 200 milliards de dettes. Elle est obligée d'emprunter pour faire tourner le pays. Aujourd'hui, en 2025, il y a 3320 milliards de dettes. Et on va emprunter 340 milliards pour faire tourner le pays. Là-dessus se conjugue la baisse de notation de la France. Alors ça implique quoi la baisse de notation? C'est-à-dire qu'on va emprunter à des taux d'intérêt plus importants, ce qui va encore augmenter cette dette du pays. Donc, cette situation-là, qui en fait n'est même pas dénoncée par les politiques. Les politiques aujourd'hui sont unanimes, il faut aider l'Ukraine contre la Russie. Mais avant d'aider l'Ukraine contre la Russie, il faudrait peut-être s'occuper de la situation intérieure de la France. Et ça c'est mon avis personnel, il y a plus un risque d'effondrement des États, et notamment de la France, parce que l'Italie en matière d'endettement et même l'Espagne, c'est pas les États du Sud, c'est pas quelque chose de... Alors les gens vont vous dire, les belles âmes vont dire, oui mais on a 3300 milliards de dettes, mais on remboursera jamais. Oui, mais des intérêts de la dette. Et cette année, c'est 60 milliards, c'est-à-dire c'est le premier budget de la France. Donc la guerre est là pour faire un rideau de fumée. On ne peut pas la faire parce qu'on n'en a pas les capacités. Et je dirais dans l'absolu pourquoi on la ferait. Ce qui nous ramène avec toutes les gesticulations autour des troupes, quand le président Macron, alors on en revient un peu sur l'ensemble, vous dit on envoie des troupes, alors ça fait des débats, mais ça débouche sur rien. On envoie des troupes, qu'est-ce qu'ils vont faire? On n'est pas au point, c'est une réalité. Et on n'a pas, dans ce que j'écrivais, ce qu'on peut retrouver d'ailleurs sur mon Facebook ou sur mon X, le 18 novembre, je disais, l'état-major français n'a rien compris à cette guerre. Ça peut paraître cruel, mais c'est une réalité. Donc, mais arrivé un moment, il faut couper le débat en disant, ben non, c'est du n'importe quoi, c'est de l'agitation, c'est de l'animation, et... Merci beaucoup Fabrice Rébert. J'invite tout le monde à consulter votre compte X. Il y a toujours beaucoup d'analyses, beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'il nous reste, c'est que de s'informer. Merci Irina, et puis peut-être une prochaine fois. Merci.